bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Chloé Carré, la directrice de la Bibliothèque Humaniste et aussi commissaire de l'exposition En Garde. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir la présence de 3 des 4 conseillers scientifiques qui m'ont guidée dans ce projet d'exposition, du début jusqu'à la fin. Je les en remercie très vivement. Daniel Jacquet, qui ne peut pas être là ce soir, présente ses excuses. Il a le Covid, voilà, tout simplement. Ça arrive à tout le monde. Donc, il ne peut pas être avec nous ce soir, mais je vais vous présenter donc, évidemment les 3 conseillers scientifiques qui sont là. Ça va se passer très simplement comme une table ronde, c'est-à-dire je vais poser des questions aux conseillers scientifiques et puis ensuite, si vous avez des questions, évidemment, ce sera l'occasion. Ils viennent parfois de loin, donc c'est l'occasion à saisir. Voilà. Hop. Le micro marche aussi. Vous n'avez pas de verre, par contre, si vous avez soif, ça va aller. Ok. Voilà. Donc, avant toute chose, je voulais juste vous signaler que cette table ronde était enregistrée. Et pour ça, je remercie les Tantes Matines donc de la ville de Célestat, la salle de spectacle, qui nous a prêté du matériel. Et je remercie aussi le service communication, et plus spécifiquement Grégory Franz, qui a accepté ce soir d'être présent avec nous pour enregistrer. Donc, ce sera une table ronde qui sera accessible ensuite sur la page YouTube de la ville de Célestat. Donc, n'hésitez pas à la partager par la suite. Donc cette table ronde, elle s'inscrit dans la programmation culturelle et scientifique de l'exposition temporaire que vous avez visitée, je pense quasiment tous, je reconnais à peu près des têtes que j'ai vues dans l'exposition temporaire. Donc en tout cas, si vous n'avez pas encore vu l'exposition, n'hésitez pas, elle est ouverte jusqu'au 10 novembre. Et la programmation scientifique et culturelle n'est pas encore totalement terminée non plus. Vous avez encore 2 événements, un spectacle jeune public, aussi pour les familles, le 5 octobre, et une présentation du traité d'escrime, qui est à l'origine de ce projet d'exposition, le 6 novembre. Voilà. Donc si vous voulez, à la fin, j'ai laissé des petites cartes et des programmes de l'exposition et de la programmation culturelle autour. Donc n'hésitez pas à en emporter, justement pour avoir connaissance de ces derniers événements de la programmation. Alors, avant de vous présenter les conseillers scientifiques qui sont avec moi autour de la table, je voulais juste un petit peu resituer le contexte de ce projet d'exposition, la genèse. Alors, tout d'abord, c'est une exposition qui a eu lieu en 2024, donc je pense que c'est assez évident pour vous. Notre objectif, c'était aussi d'être en lien et de participer à cette fête populaire et sportive des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ça, c'est la première raison. Mais on a souhaité aussi, à la ville de Célestat, répondre à l'invitation de l'Eurométropole de Strasbourg, qui a porté la candidature de Strasbourg, capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Et donc, c'est aussi dans ce contexte qu'on inscrit cette exposition. Et comme c'est souvent le cas à la bibliothèque, le point de départ sont nos collections. Et pour cette exposition, le point de départ, c'est le traité d'escrime qu'on conserve à la Bibliothèque Humaniste, un traité d'escrime de Joachim Meyer qui a été imprimé à Strasbourg en 1570 et que vous pouvez voir dans l'exposition. Et après l'exposition, vous pourrez continuer à le voir régulièrement dans le cadre de nos rotations dans le parcours permanent. Je ne vais pas en dire plus sur le traité d'escrime parce qu'à côté, j'ai un spécialiste à qui on aura probablement l'occasion de poser des questions sur ce traité d'escrime. Je pense que c'est le moment de vous présenter les 3 conseillers scientifiques. Tout d'abord, mon objectif, c'était d'explorer les liens entre l'escrime et la littérature de KPDP. Et pour cela j'avais besoin d'avoir cette double compétence, cette double expertise dans 2 domaines particuliers. C'est pour ça que j'ai été amenée à prendre contact avec les 4 conseillers scientifiques qui m'ont accompagnée. C'était assez évident pour nous à la bibliothèque, j'en ai beaucoup discuté aussi avec les collègues, de faire un lien avec la littérature, puisque pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui habitaient déjà à Célestat en 1997, c'était encore une médiathèque en 97, et donc il y a des générations de lecteurs célestadiens qui sont venus emprunter les 3 mousquetaires, le capitaine Fracasse, le Bossu, ou il manque le dernier, Cyrano de Bergerac, voilà, dans les collections de la Bibliothèque Humaniste. Donc c'était assez évident. Et puis aussi, l'objectif, c'était de montrer peut-être quelque chose d'encore un peu inédit, c'est-à-dire cette exploration entre histoire et littérature à travers la thématique de l'escrime.
Donc, je vais vous présenter Julie Anselmini, qui est donc à ma gauche, qui est professeure de littérature au département de lettres modernes à l'université de Caen, Normandie, spécialiste du 19e siècle, qui travaille sur le portrait dans la littérature et la question du merveilleux et de l'écriture romantique de l'histoire. Donc, sa thèse a porté sur Alexandre Dumas et sur la poétique de l'auteur. Et elle est une des spécialistes de Jules Barbé d'Aurevilly, d'Alexandre Dumas et de Théophile Gautier. Et aujourd'hui, elle explore plus spécifiquement les liens entre littérature, presse et critique. Et elle est également co-directrice de la revue Les Cahiers d'Alexandre Dumas. Voilà, j'espère que j'ai dû oublier des choses. Je vais également donc présenter Olivier Dupuy, qui est à ma droite. Donc, Olivier Dupuy est chercheur indépendant spécialisé dans l'histoire de l'escrime et la sociologie de l'escrimeur en France et en Allemagne. C'est un spécialiste de Joachim Meyer, des Festschulen de Strasbourg notamment. Bon, voilà, peut-être que vous aurez l'occasion d'en discuter avec lui un petit peu plus tard dans cette table ronde. Il a pour principe d'associer la théorie à la pratique du combat, comme l'enseigne Joachim Meyer d'ailleurs. Et il est membre de l'association de cannes et de bâtons de Strasbourg. Et d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le rencontrer avec son association parce qu'il a participé aux Journées du patrimoine. Et je crois qu'il a fait, avec ses collègues de l'association, un spectacle remarqué. Je crois qu'il y avait eu au moins 1500, voire 2000 visiteurs sur les 2 après-midi. Voilà. Et donc, Olivier Dupuy travaille aussi à l'édition critique de textes du XVe et XVIe siècle. Et il a aussi parfois l'occasion de faire des petites excursions dans le XIXe siècle, en particulier concernant la pratique du combat à la canne chez les compagnons. Voilà. Et je présente donc Sarah Mombert, toute à ma droite, donc maîtresse de conférences en littérature du XIXe siècle à l'École normale supérieure de Lyon. Donc Sarah Mombert, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire littéraire et culturelle de la presse, le roman historique et la littérature populaire, et également sur Alexandre Dumas et Théophile Gautier. Donc la thèse que vous avez défendue, soutenue, portait sur le genre du roman de KPDP, notamment à travers le travail de Dumas, mais aussi d'autres auteurs du 19e et du début du 20e siècle. Et aujourd'hui, vos travaux se concentrent davantage sur l'histoire de la presse, du roman feuilleton, et vous portez aussi un grand intérêt à l'histoire sociale, matérielle et l'histoire des pratiques. Voilà. Donc je présente en quelques mots Daniel Jacquet, donc, qui pouvait être là ce soir. Donc, il est docteur en histoire médiévale, chercheur associé au département d'histoire médiévale de l'Université de Berne. Voilà. Tout va bien. Donc je voulais commencer par vous poser on va dire une question assez généraliste, et puis ensuite un petit peu progresser en parcourant finalement un petit peu de manière intellectuelle le parcours de l'exposition, pour ensuite ouvrir les perspectives à d'autres sujets qui ne sont pas abordés dans l'exposition. Donc d'abord, je voudrais un petit peu que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que finalement on a fait ces choix des 4 romans de KPDP que j'ai cités un petit peu plus tôt, hein, donc Cyrano de Bergerac, Les Trois Mousquetaires, Le Bossu et Le Capitaine Fracasse. Ces 4 œuvres littéraires, elles nous ont permis de rentrer en dialogue avec l'escrime et d'aborder différentes thématiques qui sont en fait les différentes sections de l'exposition. Et voilà, je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole pour aborder cette sélection justement littéraire. Merci. Donc les 4 œuvres, elles ont toutes marqué les esprits et elles ont vraiment marqué des dates importantes de la mode de l'imaginaire de KPDP au XIXe siècle. Donc ça commence avec Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires en 1844, qui est vraiment un peu l'inventeur, le fondateur du genre du roman de KPDP. Donc ça, c'est 1844, ça a eu beaucoup de succès, ça a été beaucoup imité. Après, en 1857, on a Le Bossu de Paul Féval, qui explore une littérature un peu plus populaire, c'est un peu moins... Il y a plus d'aventures, voilà. Et puis, avec Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, on est en 1861-62. Et là, c'est une veine beaucoup plus érudite, beaucoup plus artiste. C'est un roman beaucoup plus difficile à lire, mais qui est, pour Théophile Gautier, dans le même imaginaire romantique des aventures de KPDP. Et puis alors, Cyrano de Bergerac, ça date de 1898, c'est une pièce de théâtre, donc qui est plus tardive,
Et c'est une espèce de renaissance de cet imaginaire-là, à la Belle Époque, donc à une époque où c'est complètement, on ne s'attend pas du tout à ce que ça revienne à la mode, c'est très démodé, mais en fait ça plaît énormément. Et c'est une pièce en vers, en alexandrin, à une époque où on n'écrit plus évidemment de théâtre en vers, et malgré tout ça, ça a un immense succès à l'époque du théâtre moderniste, hein, d'Ibsen, etc. C'est vraiment étonnant. Et en fait, ça dessine une sorte de tradition, alors qu'on voit après reprise complètement au cinéma, dans le cinéma français des années 50, 60, enfin 40, 50, 60, d'un imaginaire de KPDP moderne, quoi, qui relie la pratique de l'escrime dans les genres populaires de la modernité, quoi. Si je peux ajouter 2 éléments à ce que dit Sarah, on peut quand même voilà, souligner que parmi ces œuvres, toutes, ou en tout cas, je dirais 2 d'entre elles quand même, peut-être principalement, à savoir Les Trois Mousquetaires et puis Cyrano de Bergerac, sont vraiment à l'origine de mythes littéraires, c'est-à-dire de personnages qui finalement ont ensuite échappé à leur auteur ou à leur créateur pour circuler dans des réécritures, dans des adaptations, et pour devenir vraiment des personnages de notre culture et de notre imaginaire commun. Donc je pense que ce qui justifie aussi le choix de ces œuvres, c'est qu'elles véhiculent, qu'elles transmettent quand même jusqu'à nous ces figures, et elles amènent à s'interroger aussi sur justement sur la fascination qu'on éprouve pour des héros qui sont des héros bretteurs, batailleurs, maniant l'épée, pratiquant l'escrime et se livrant à des duels. Et puis on peut aussi ajouter sur le plan plutôt du point de vue de l'histoire littéraire, qu'on est en présence d'œuvres qu'on peut quand même ramener à un mouvement qui est le romantisme, de Dumas finalement à Rostand inclus, hein, puisque Cyrano de Bergerac, drame ou plutôt comédie héroïque en vers tardive, représente une sorte de résurgence du drame romantique à la fin du XIXe siècle. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que le mouvement romantique en fait a beaucoup contribué à ressusciter un intérêt pour la première moitié du XVIIe siècle. Et le mouvement romantique l'a fait aussi contre le classicisme, qui lui survalorisait finalement l'époque, justement, la seconde moitié, disons, du XVIIe siècle, l'époque de Louis XIV. Et donc les romantiques, eux, ont plutôt cherché des références, des antécédents, ont plutôt cherché à cultiver un imaginaire antérieur à cette époque classique, un imaginaire pré-classique. Et donc ils se sont particulièrement intéressés à cette première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque Louis XIII, qui devient l'époque de prédilection aussi du roman de KPDP. Donc on a une suture aussi qui s'opère jusqu'à nous via le romantique, le romantisme, voilà, une sorte de point de suture entre cette première moitié du XVIIe siècle où l'escrime joue un rôle très important, et puis voilà, notre culture encore. Alors, peut-être pour ceux qui ont remarqué, qui ont parcouru l'exposition, vous avez remarqué la forte présence de Jacques Callot, vraiment dans quasiment chaque section, hein, de la section transmission à la section duel, en passant par la section sur les planches, donc on a appelé cette section-là l'escrime sur les planches. Alors, évidemment, on n'a pas que l'estampe, hein, on a aussi de nombreux traités, des romans de KPDP qui sont présentés, des affiches de cinéma, costumes d'opéra, mais aussi beaucoup d'estampes. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, conseillers scientifiques, voulaient peut-être aborder cet aspect-là de la présence de Jacques Callot, aussi bien pour la partie, on va dire, qui concerne l'histoire de l'escrime, que pour la partie, on va dire, inspiration littéraire aussi. Alors, je ne vais pas m'aventurer sur la partie littéraire, mais ce qui est très intéressant sur Jacques Callot, qui était donc lorrain, c'est qu'il a fait quelque chose qui faisait énormément de personnes au XVIe et puis XVIIe siècle, c'est-à-dire d'aller en Italie, retrouver, qui était vraiment un grand centre, un grand centre culturel. On retrouve ça
Alors, si je me rappelle, il y a beaucoup d'autres, déjà des escrimeurs qui l'ont fait, en tout cas des nobles qui allaient en Italie se former à l'escrime. Ça devait être, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être Montaigne hein, qui l'a mentionné. Il y a énormément de salles d'armes, et les Italiens sont revenus, ont été rapportés, des maîtres d'armes italiens aussi, à l'issue de ces campagnes ont essaimé en Europe. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans Giacomo, c'est qu'il a à la fois, pour le personnage de l'escrimeur, qui est plusieurs fois représenté, en tout cas sur celle que vous avez sélectionnée, il y a à la fois le côté comique grotesque, puisque dans ces petits personnages grotesques, il y a toute une série qui portent des armes et avec différentes combinaisons, mais à la fois dans des traits réalistes extrêmement pointilleux. Donc on voyait bien que la figure de l'escrimeur, ici, marquait les personnes au XVIIe siècle. Merci. Alors, Julie parlait tout à l'heure de l'imaginaire romantique de l'épée. Les romantiques ont adoré Callot. Ils aimaient aussi d'autres graveurs de l'époque, hein, par exemple Abraham Boss. Mais Callot, c'est exactement ce que vient de dire Olivier. Pour eux, c'était l'équilibre parfait entre le réalisme et la fantaisie. Et donc, ça convenait très très bien à leur esthétique, en particulier à ce qu'ils voulaient traduire dans le roman, transcrire dans le roman, à savoir du pittoresque, de l'imagination, mais qui soit quand même globalement vraisemblable et qui ait un lien avec l'histoire. Et donc, ils utilisaient Callot comme point d'entrée, comme document pour se représenter les types sociaux du XVIIe siècle. Et puis alors chez Callot, il y a autre chose qui les intéressait énormément, c'est qu'il a représenté à la fois les classes sociales, les gens de guerre, et puis la situation de la guerre, aussi les ravages de la guerre, donc des costumes militaires, mais aussi les danseurs et les acrobates de son temps. Et tout ça dans la même esthétique. Et ça les fascinait, les romantiques, parce que chez eux, l'escrime est toujours très proche du théâtre. Alors, on le voit dans des pièces comme cet appendice post-romantique qu'est Cyrano de Bergerac, hein, où l'escrime est mis au théâtre, mais on le voit déjà dans le roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, qui est un roman des comédiens. C'est-à-dire qu'on se bat, il y a des duels, etc., mais le héros suit une troupe de comédiens. Et donc, le lien entre les spectacles et le duel à l'épée et l'escrime en général, les romantiques le trouvaient déjà chez Callot. Donc vraiment, ça les inspire énormément, et jusqu'au trait de Callot, jusqu'au trait de la gravure en noir et blanc, ça les passionne. Et on voit aussi l'affiliation dans l'illustrateur romantique que vous avez très justement choisi de montrer dans l'exposition, qui est le graveur strasbourgeois Doré, hein, Gustave Doré, qui est l'héritier de ce trait de Callot et de ce pittoresque de Callot. Non, c'est juste pour effectivement ajouter que, et je trouve ça assez intéressant que ce dessinateur, graveur, se situe dans l'imaginaire des romantiques, autant à la frontière entre ce que vous disiez l'un et l'autre, hein, entre réalisme et fantaisie. Et donc, si on veut rappeler aussi quelques jalons de la vogue dont bénéficie Jacques Callot à l'époque romantique, un des premiers à le mettre sur le devant de la scène, c'est l'allemand Hoffmann, auteur de contes fantastiques. Et en fait, le titre complet de ces contes fantastiques, c'est Fantasy-Stücke, hein, donc contes fantastiques à la manière de Callot. Hein, donc c'est une référence qui vient s'ancrer dans un imaginaire fantastique, et c'est une connotation que reprend notamment Aloysius Bertrand dans son recueil Gaspard de la Nuit, qui date de 1848, et qui sous-intitule Fantaisie à la manière de Rembrandt et Callot. Donc ça devient vraiment une référence à la fois picturale et faisant signe vers une ouverture vers la fantaisie, le fantastique peut-être, avec justement une sorte de brouillage entre la réalité, le fantasme ou le rêve, la fantaisie. Et nos auteurs, en particulier Gautier et Rostand,
comparent explicitement leurs héros, à savoir le capitaine Fracasse et Cyrano de Bergerac, à des figures que Callot aurait pu dessiner ou graver. Donc c'est vraiment une référence très marquée. Et aussi, si je me souviens bien, le Spadassin qui est chargé d'assassiner le capitaine Fracasse, il me semble aussi. Oui, Jacques Malempour, c'est peut-être ouais. plutôt, qui est d'ailleurs comparé à une figure de Callot. Alors, le point de départ de l'exposition, comme je vous le disais précédemment, c'était vraiment notre traité d'escrime et la section transmission, la première section, parce que pour le moment, on a encore assez peu parlé de traité d'escrime, mais c'est vraiment le point de départ. Et finalement, cette thématique de la transmission, comme je vous le disais, chaque thématique de l'exposition est en lien avec tous les 4 ouvrages qu'on a sélectionnés, mais aussi avec les traités d'escrime. Et en fait, cette section sur la transmission, elle permet aussi d'aborder la question de la pédagogie de l'escrime, qui est présente évidemment dans les traités d'escrime, mais aussi dans la littérature de KPDP qu'on a choisie, avec des maîtres d'armes, des portraits de maîtres d'armes. Alors des portraits au sens littéraire, mais aussi des portraits au sens propre dans les traités d'escrime, puisque on a un certain nombre de traités d'escrime dans le parcours de l'exposition, où on voit vraiment le maître d'armes portraituré un peu comme un prince, souvent, c'est aussi pour mettre en valeur son statut. Et finalement, cet escrime et cet aspect pédagogique, il est vraiment très très important aussi pour les gentilshommes de l'époque moderne. Et finalement, pourquoi est-ce que cet escrime, qui était donc une discipline aussi utilisée, enfin une discipline pratiquée par les bourgeois du Saint-Empire romain germanique du XVIe siècle, pourquoi cette escrime, elle est devenue aussi un élément essentiel de l'éducation du gentilhomme français, en fait, français ou peut-être européen également. L'escrime n'a jamais, en fait, l'escrime est apparu, même en termes de vocable. Escrimer, c'est un terme qui apparaît dans les chansons de geste au XIIIe siècle en tant que verbe direct. Avant, c'était donner un coup d'escrimi. Ça, c'était la première formulation au XIIe siècle. Et c'était la qualité c'est un savoir-faire des chevaliers. Donc, en tout cas, c'était vraiment inhérent c'est un héritage de chevalier, et ça, clairement, au XVIe siècle, alors où la chevalerie ne périclite pas, mais c'est complètement modifié. Elle n'a plus du tout son rôle de représenter les forces armées, ce qui était le cas au XIIIe siècle. C'est de la très haute noblesse qui peut prétendre au titre de chevalier. Et par contre, déjà, d'une part, il y a les romans de chevalerie au XVIe siècle qui explosent en nombre, des Roland Furieux, il y a toute une série dans différentes langues. Orlando Furioso, en italien, en espagnol, on va retrouver des mille et des cents. Et clairement, il y a une recherche de s'imprégner de ce mythe chevaleresque dans l'emploi des armes. Donc typiquement, chez Joachim Meyer en tout cas, il va parler de Ritterliche Kunst des Fechten, donc l'art chevaleresque. Alors les chevaliers, ils étaient en grande armure avec des chevaux, ils ne faisaient plus vraiment ça. Mais et d'ailleurs, ils représentent des combats à la dague. Les chevaliers, c'est pas du tout la manière dont nous on se représenterait d'une arme chevaleresque. Peu importe, ça participait des usages anciens. Et donc on est déjà sur, comme c'était fait au XIXe siècle avec la littérature qui revient au XVIIe siècle, là au XVIe, on revient au temps du Moyen-Âge dans une chevalerie mythique. Peut-être que sur la partie aussi de l'éducation du gentilhomme, le fait que c'est finalement peut-être pas si anodin que cet ouvrage, ce traité d'escrime de Joachim Meyer, il soit dans la collection de la Bibliothèque humaniste. Il est arrivé tard, il est arrivé à l'époque du legs Fackler, mais finalement, il y a aussi cette pensée, il me semble, humaniste, de se dire que pour pouvoir avoir un esprit sain, bien construit, cultivé, riche, il faut aussi avoir un corps sain. Et peut-être que la pratique de l'escrime est aussi liée à cet aspect-là. Très clairement, fin 16e, il y a 3 arts pratiques d'art du corps qui sont inhérents, qui sont nécessaires d'acquérir pour la noblesse. C'est la danse, l'équitation et l'escrime. Et ça, vous l'avez dit clairement, il y a dans une époque où tous les nobles voyagent en Europe à peu près partout, vous pouvez retrouver des livres d'amis, des liber amicorum, dans lesquels 2 maîtres d'armes qui reçoit tout un tas de signatures. Alors, il y en a à Angers, il y en a, de Thibaut d'Anvers, on a retrouvé son liber amicorum qui doit être à la BNF, donc avec des centaines d'escrimeurs, d'apprentis, de nobles, qui ont reçu des leçons. Et
on voit qu'ils allaient dans une ville au titre de dans leur jeunesse d'un voyage européen, et dans la ville où ils atterrissaient, ils allaient suivre des cours d'escrime chez les maîtres d'armes locaux. Alors, c'est difficile quand même de parler d'escrime sans parler du duel. Et c'est d'ailleurs le propos de la deuxième section de l'exposition. Alors, je pense que vous avez tous pu voir non, pas tous. Voir les extraits de films qui sont projetés dans l'auditorium jusqu'au 10 novembre, pour ceux qui ne les ont pas encore vus. En fait, dans Le Bossu de André Hunebelle, donc de 1959, on voit un Jean Marais qui interprète le chevalier de Lagardère, donc le héros du Bossu. Et en fait, il combat donc son adversaire, le duc de Gonzague, dans un duel. C'est la scène finale qui est très très marquante. Et ça ressemble plus à une cascade de cinéma en fait, ou vraiment à une danse chorégraphiée qu'à peut-être un vrai combat d'escrime. Là, c'est la question que je voulais vous poser aussi. Finalement, est-ce que dans ces figures spectaculaires, ces duels chorégraphiés, il y a une part de réalité? C'est la question que je voulais vous poser. Probablement pas, mais c'est pas l'objet. En fait, d'une part, si on compare les œuvres, le traitement des phrases d'armes dans les œuvres littéraires n'ont pas de correspondance aux œuvres cinématographiques. Donc chaque média amène lui-même ses codes, parce que là on est clairement dans les codes des duels d'escrime de l'après-guerre. D'une part, il n'y a pas les effets spéciaux, les moyens, donc il faut mettre le corps des acteurs en sécurité, surtout avec un Jean Marais qui voulait assurer ses propres combats. Donc on va donner des coups de taille avec une arme de pointe, et peu importe, on va faire des cascades, mais ça permet de donner du mouvement. Dans un cinéma, c'est nécessaire. Et donc si vous reprenez le duel de Duelist de Ridley Scott, la première séquence, elle est beaucoup moins... justement, il va essayer de le rendre beaucoup plus réaliste, mais résultat, c'est sévère, ça donne une gravité à la situation, et il n'y a plus de souffle. Au contraire, on voit qu'il s'abîme dans la recherche du duel. Le film, donc, il manque ce souffle épique qui était finalement ce qui était recherché dans la littérature et qui se traduit de cette manière-là par des cascades dans les films. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Dans les films français des années 50 et 60, c'est là qu'on a commencé à avoir des conseillers techniques qui étaient des spécialistes d'escrime de spectacle sur les tournages. Et puis les Américains, à la même époque, sont allés encore plus loin. Par exemple, si vous avez vu Scaramouche, c'est un film dans lequel il y a une scène de duel qui dure, je ne sais pas, 8 minutes, 10 minutes. Enfin, c'est extraordinaire. C'est complètement chorégraphié en trois dimensions. C'est un duel dans un escalier. Alors, on utilise beaucoup les différents plans dans tous ces films. C'est très spectaculaire. Et alors, les romanciers du 19e siècle faisaient déjà, comme dit Olivier, c'était un autre médium, mais ça correspond à la même ambition esthétique. C'est d'en mettre plein les yeux, de faire une espèce de tour de passe-passe. Donc, c'est pas fait pour être réaliste, au contraire. C'est fait pour qu'on croie que le héros a une sorte de pouvoir secret, en fait. Et il y a une anecdote à ce propos qui porte sur Paul Féval, qui a été rapportée, alors je ne sais pas, elle est peut-être apocryphe, mais enfin elle est marrante, donc je vous la raconte. Un témoin a dit que Féval, qui ne pratiquait pas lui-même l'escrime, était allé voir le grand maître d'armes de son temps, qui s'appelait Grisier, et lui avait dit, voilà, pour mon roman, j'ai besoin d'une botte secrète. Expliquez-moi ce que c'est qu'une botte secrète, écrivez-moi une botte secrète, quoi. Et donc Grisier avait dû lui montrer sans doute et puis lui expliquer ce que c'était. Et puis Féval n'avait absolument rien compris, mais il avait retenu quelques mots du vocabulaire, il a tout mis dans le désordre, mais il raconte, la première fois qu'on voit la botte secrète, il le raconte sous forme de dialogue. C'est un passage que vous avez sélectionné dans l'exposition, où ce sont les deux maîtres d'armes, Cocardas et Passepoil, qui se font berner en quelque sorte par leur élève qui est devenu le maître grâce à cette botte secrète. Et donc Lagardère leur en met plein la vue à eux et à nous par la même occasion. Et comme c'est sous forme de dialogue, Féval n'avait pas besoin de raconter les aspects techniques de l'escrime auxquels il n'avait rien compris. Donc voilà, le réalisme n'est pas le but de ces passages, évidemment.
Je trouve que la question est vraiment intéressante, hein, s'interroger au type de stylisation en fait, que subit le duel en fonction du médium en fait, qui l'accueille et où il vient s'illustrer. Et bon, moi je pense plutôt au roman, n'étant pas spécialiste de cinéma. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension spectaculaire, c'est souvent des sommets dramatiques avec des sommets d'intensité aussi dramatiques à l'intérieur des fictions romanesques, à l'intérieur des romans. Il y a parfois une dimension ludique qui peut être une sorte d'équivalent de la dimension chorégraphiée qu'on trouve dans les films. Et c'est vrai que, comme le disait à l'instant Sarah, souvent le duel physique s'accompagne d'un duel verbal. Ce qui manifeste peut-être ça de la façon la plus éclatante, c'est Cyrano de Bergerac. Vous vous souvenez tous de son tout premier duel où en fait Cyrano compose une ballade tout en s'escrimant contre son premier adversaire. Donc il y a vraiment une sorte d'équivalent exact et d'assimilation entre le duel verbal, entre l'éloquence et puis le geste physique et le duel physique. Donc c'est aussi souvent des espèces de sommets justement rhétoriques, peut-on dire, que le duel, avec des romanciers très bons dans le domaine du dialogue et qui s'illustre aussi avec verve dans les scènes de duel. Je pense en particulier à Dumas, qui avait été dramaturge avant d'être romancier. Dans les années 1830, Dumas écrit d'abord des drames et des pièces de théâtre avant de devenir un romancier à succès dans les années 1840. Et puis, à l'intérieur des romans, le duel revêt des enjeux aussi... par exemple, permet à des personnages de se rencontrer. C'est le cas au début des Trois Mousquetaires où le premier duel de D'Artagnan contre les trois mousquetaires finalement permet à cette amitié de se nouer et aux futurs amis de faire connaissance sur le champ du duel. Et en même temps, aussitôt après, vous en souvenez aussi, ils sont confrontés aux gardes du cardinal. Donc cette amitié vient se souder aussi dans l'adversité contre les alliés du cardinal qui vont être les grands ennemis des mousquetaires. Donc le duel, c'est toujours un moment aussi dans la trajectoire des personnages, dans les alliances entre les personnages, dans les jeux de pouvoir entre les personnages, qui est un moment important. Voilà, où s'exacerbent les conflits, où se soudent aussi les alliances. Il faudrait étudier ça plus en détail, mais c'est un moment essentiel. J'en profite juste parce que je me suis rappelé cette semaine, en préparant un petit peu mes notes pour ce soir, une phrase de Lanoux. Donc c'est un personnage important des guerres de religion. En 1588, il publie un discours politique assez difficile maintenant à aborder pour un lecteur moderne, mais dans lequel il écrit, pour faire rebondir ce que tu viens de dire, on ne sera jamais bon ami si on n'a pas escrimé ensemble. C'est une belle citation. Alors, Sarah, vous parliez de Paul Féval qui n'a pas pratiqué l'escrime. Par contre, Alexandre Dumas et Théophile Gautier ont un rapport particulier à l'escrime. Qu'est-ce que ça représente pour eux exactement? Et finalement, quel est l'impact aussi de ce rapport à l'escrime dans leur œuvre littéraire, pardon? Je vais juste parler de Gautier, puis je laisserai Julie parler de Dumas. Gautier était très sportif. Il pratiquait plein de sports, en particulier la natation et la savate et le bâton. Il aimait beaucoup les arts martiaux. Et alors il aimait ça comme spectateur. Donc il allait assister à des combats de bâtons, voilà, avec différentes armes, mais il pratiquait lui aussi chez un maître d'armes, et ça faisait partie de son hygiène quotidienne en quelque sorte, vraiment comme sport. En ce sens, c'est très moderne, parce qu'il n'avait aucune raison particulière, il n'avait aucun lien avec l'armée, il n'était pas noble, il n'est pas allé dans une académie militaire, enfin, il a fait un apprentissage de peintre, il était destiné à être artiste, donc c'est vraiment pas du tout son milieu. Pour lui, c'était vraiment du sport, de l'exercice physique.
Et alors, après, ça n'avait pas pour lui d'application pratique autre que la transposition imaginaire dans ses œuvres. Hein. Mais sa pratique à lui, elle était purement sportive. Tu veux parler de Dumas ? Alors, comme Théophile Gautier, Dumas contredit tout à fait l'imaginaire qu'on peut avoir de l'auteur romantique, un peu languissant, un peu maladif, un peu palo, pas très porté sur justement les pratiques sportives ou physiques en général. Hein. Dumas, c'est un auteur très, très physique aussi, qui, tout jeune, se livre à de longues courses en la campagne, adore chasser, et puis prend des leçons d'armes. Déjà adolescent, hein, quand il est donc à Villers-Cotterêts, à Ramont, il suit des leçons d'armes et il continue à prendre des leçons d'armes ensuite devenu jeune homme chez Grisier, dont Dumas a d'ailleurs plus tard écrit les mémoires. Alors, contrairement à ce que tu disais, je crois, de Gautier, Dumas a eu, lui, toute une série de duels dans la vie réelle, c'est-à-dire que ce savoir-faire lui a servi dans la pratique, à une époque où, bien entendu, le duel est interdit depuis longtemps, mais où le duel continue quand même à faire partie des pratiques et presque des codes de la mondanité, de la bonne société, de la fashion. Hein, un jeune homme, un jeune dandy se doit de prendre des leçons d'art, mais finalement j'ai l'impression que c'est plutôt bien porté que d'avoir de temps en temps des duels, ou en tout cas des velléités de duels, même si ça n'aboutit pas. Et donc Dumas, tout jeune, et puis ensuite dans les années 1830, 1840, voire au-delà, a eu toute une série de duels, alors dont la plupart ont avorté, enfin n'ont pas été jusqu'au bout et n'ont pas abouti à des blessures ou à des maux réels. Et les deux principales causes qui ont engendré des duels pour Dumas, c'est les femmes et les calomnies littéraires. Hein, son premier duel, c'est pour une jeune fille qu'il disputait donc à son adversaire, et puis ensuite il a eu il y a eu des articles qui ont été publiés par des journalistes qui calomniaient Dumas. Vous savez qu'il a été souvent accusé de plagiat, de mauvaise littérature, d'écriture industrielle, etc. Donc c'est un autre grand motif qui a engendré des duels ou amorces de duels de Dumas avec par exemple le critique Jules Janin ou encore François Bulloz, qui était un directeur de journal. Et pour ce qui est de l'imaginaire, enfin de la transcription de ça dans l'imaginaire littéraire, on en a déjà un peu parlé. Là, la littérature dépasse cet intérêt personnel ou cette pratique personnelle pour convoquer des enjeux aussi imaginaires, mythiques, dramatiques, se mettre au service aussi des personnages et de l'époque dans laquelle ils sont plantés. Mais, le sujet est trop vaste. Et finalement, ces deux auteurs, mais peut-être aussi les quatre auteurs, à travers les célèbres passes d'armes qu'ils décrivent, il y a aussi la volonté de rappeler l'histoire de France en fait, du XVIIe. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en fait vraiment ? Est-ce qu'ils veulent retrouver un imaginaire perdu ? Est-ce qu'on a un petit peu commencé à aborder le sujet, mais je ne sais pas si vous avez envie d'approfondir la question. Alors, c'est la façon dont ils cherchent à raconter l'histoire en général. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'inscrivent donc dans l'esthétique romantique. Et la vision romantique de l'histoire, c'est non pas une histoire des grands règnes, une histoire des grands généraux et des grandes batailles, mais une histoire plus pittoresque qui saisisse la caractéristique spécifique de chaque époque. Et entre autres façons de saisir la caractéristique de chaque époque, il y a les pratiques sociales. Et donc le duel est parfait pour ça, et la pratique des armes en général, parce que ça caractérise une certaine classe sociale à un certain moment de la société. Et donc il y a toute une partie de l'imaginaire historique de ces auteurs romantiques qui repose sur l'évolution de la pratique armée.
par exemple chez Dumas, l'idée que le XVIIe siècle est une sorte de décadence par rapport au XVIe siècle, parce qu'au XVIe siècle, on était encore, la noblesse française était encore, elle n'était pas curialisée, c'était pas encore la monarchie absolue de Louis XIV, et donc on se battait vraiment, c'était les héritiers des chevaliers. Voilà, donc on survalorise le passé comme étant moins policé, moins moderne, moins banal, moins proche du présent. Et donc on valorise ce qui est plus différent dans les mœurs et dans la société. Et donc le privilège de porter les armes, qui est le privilège de la noblesse d'Ancien Régime, s'étend, enfin devient une sorte de marque d'héroïsme et caractérise finalement les héros de toutes ces fictions littéraires. Et ça contribue à valoriser le passé, puisque c'est cette distinction sociale n'existe plus après la Révolution française. Tous ces auteurs pensent que le XIXe siècle est devenu vraiment extrêmement ennuyeux, tout le monde s'habille en noir, tout le monde a l'air bourgeois, etc. Bon, donc pour valoriser leur représentation du passé, ils associent ça à une interprétation historique des pratiques sociales de l'usage des armes. Vous vouliez rajouter Ce que dit Sarah me semble d'autant plus important que ça permet de dépasser peut-être une certaine contradiction apparente aussi entre le fait que certains auteurs dont on parle ont été des républicains convaincus, tout en cultivant dans leur œuvre un imaginaire finalement très aristocratique, parce que la pratique dont on parle, même s'il y a eu une forme de démocratisation, en particulier au XIXe siècle, etc., initialement, Olivier, tu le rappelais bien, c'est quand même une pratique noble qui fait partie de l'éducation des gentilshommes, donc c'est vraiment, ça a vraiment trait aux mœurs aristocratiques. Et bon, pour autant, voilà, un auteur comme Dumas, descendant d'un général républicain qui s'est toujours proclamé républicain, qui a participé par exemple en 1830 à la révolution des Trois Glorieuses, à la révolution de juillet 1830, qu'on retrouve en 1860 aux côtés de Garibaldi quand même au moment du Risorgimento. Bon, un républicain tel que Dumas, par ailleurs, dans son œuvre littéraire et romanesque, s'est beaucoup tourné vers le XVIIe siècle, vers l'Ancien Régime, avec une certaine fascination qui était réelle aussi pour l'ancien temps, ce temps plus chevaleresque, plus héroïque, plus intrépide que le sien et que le nôtre. Mais effectivement, ce qui permet de résoudre, je pense, cette contradiction apparente, c'est ce que tu dis, Sarah, c'est-à-dire que ce passé héroïque contraste avec la société embourgeoisée du XIXe siècle, au sein de laquelle nos auteurs se sentaient probablement un petit peu à l'étroit. Alors, le contraste entre la noblesse et la bourgeoisie, vous en parlez voilà, pas mal, ça me fait aussi penser à Joachim Meyer et finalement à ses élèves qui sont pas tous des nobles. Justement, on n'a peut-être pas beaucoup parlé encore pour le moment de ce traité d'escrime. Je ne sais pas si Olivier, tu veux en dire quelques mots. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a réellement un rebond par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que globalement, le XVIe siècle n'avait pas, selon mon impression, une période qui va être beaucoup adressée, en tout cas, dans des romans héroïques du XIXe. Autant Victor Hugo va s'intéresser au Moyen-Âge, il va évidemment faire d'autres périodes. Alors le XVIe siècle, il n'y a rien qui me vient de manière évidente. Là, on est vraiment dans le cours du XVIe siècle. La pratique d'escrime commence à avoir déjà deux niveaux. Il commence à avoir une forme d'escrime dédiée à la noblesse qui commence à se distinguer de celle populaire. C'était noté par Rabelais, qui parlait déjà de vieille escrime. Donc je crois que c'est le frère Jean des Anteneurs qui combattait à la vieille escrime. Un grand, en fait, il a utilisé un morceau de croix pour repousser les personnes qui venaient piller le monastère, et évidemment surtout boire le vin. Et il a comme donné des grands coups de bâton avec des grands moulinets à la vieille escrime, donc par opposition à une forme d'escrime de pointe, plus de pointe, ce qui commençait à se mettre en place. Et chez les Allemands, on va aussi avoir cette transition-là. Et les traités d'escrime du XVIIe
ça reste quasiment qu'à l'escrime de pointe. Pour autant, on retrouve, moi sur Strasbourg, j'ai retrouvé des centaines et des centaines de galas d'escrime qui se faisaient à l'épée à deux mains ou du sac, des sabres en bois, encore jusqu'au début du 18. Enfin, à Strasbourg, ça s'arrête en 1670 pour les dernières mentions. Mais en tout cas, fin 16e, Joachim Meyer va très probablement adresser ses cours majoritairement à des bourgeois. Mais ce n'est pas eux qui vont l'amener à vivre réellement. Donc il y a du gain petit. Et il va voir que quand on arrive à s'attacher des cours particuliers auprès de la noblesse, mais alors évidemment là on change complètement de niveau et c'est clairement ce qu'il essaye de faire par la production d'ouvrages. Il en a 2 manuscrits qu'il a dédiés à Otto von Solm, qui était un jeune noble du sud du Danemark, qui était venu étudier à Strasbourg en 1568, donc c'est probablement à ce moment-là qu'il lui dédie son manuscrit, mais qui est une œuvre composée offerte, probablement composée avant d'avoir trouvé le noble à qui l'offrir, puisque la dédicace est souvent écrite a posteriori. Et le deuxième, le premier qu'il a écrit en 1561, était dédié à un des innombrables membres de la famille des Wittelsbach. C'est très difficile, ils ont toujours des noms, des doubles noms, je ne suis plus capable de me souvenir, qui s'appellent tous comtes palatins, alors qu'il y en a, il y a 240 comtes palatins qui vivent en même temps, au XVIe siècle. Donc ça, passons outre les problèmes de généalogistes. Mais clairement, son projet de vie, c'était de s'attacher en tant que maître d'armes particulier auprès de la noblesse, parce que c'était vraiment ça qui permettait, certes, de s'élever socialement, mais surtout de gagner beaucoup mieux sa vie. Oui, finalement, le maître d'armes, il se définit aussi par rapport aux élèves qu'il a, en fait, aussi, peut-être. Disons que ça peut lui permettre d'accéder à un statut plus élevé, plus noble. Oui, alors on va remonter un siècle plus tard, donc en 1670, il y a une sorte d'appel d'offres, ça ne se faisait pas comme ça, mais pour engager un maître d'armes pour le dauphin, de Louis XIV, donc le futur Louis XV, où il y en a un intermédiaire, enfin peu importe, j'ai oublié le nom, c'est pas très important pour l'histoire, mais il y a Philibert de la Touche, qui est un maître d'armes parisien, qui était déjà installé depuis une vingtaine d'années à Paris, mais qui vivotait, il avait élu domicile, il donnait en tant que prévôt d'armes, puis ensuite maître d'armes à la mort de son maître. Il avait réussi à garder la salle, mais il devait sans doute vivoter. Il a postulé en écrivant lui-même un traité qu'il a imprimé, dans lequel ça a clairement été interprété comme une postulation à ce titre. Il n'a pas eu, par contre, il a été maître d'armes des pages de la reine, et on regarde les émoluments qu'on retrouve dans les almanachs, enfin, les trucs équivalents. Il a vraiment changé de niveau social en procédant ainsi. Donc cet usage, effectivement, n'était pas propre au Saint-Empire. Alors, je n'ai pas du tout de compétences sur ce que vient d'expliquer Olivier très justement, mais je voudrais juste dire une chose à propos des romantiques. L'époque romantique, c'est aussi l'époque de la bibliophilie. On collectionne énormément les livres. Alors on collectionne des tas de choses, des tas de bric-à-brac plus ou moins authentiques, voilà, des costumes anciens, des armes plus ou moins véridiques, voilà, authentiques. Mais on collectionne aussi les livres. C'est une époque de grande bibliophilie. Charles Nodier, par exemple, un des grands écrivains du premier romantisme français, était bibliothécaire. Il était conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal et grand bibliophile. Et parmi les livres qu'on collectionnait, il y avait des traités d'escrime, évidemment. C'était très recherché. Alors, probablement pas des traités d'escrime aussi anciens que celui de Joachim Meyer. Je pense que ceux-là, les collectionneurs dont je parle là n'en avaient pas. Mais on apprécie beaucoup ce genre de livres. Et dans les romans de KPDP, de ces écrivains romantiques, on cite les traités d'escrime. Par exemple, dans Féval, dans le bossu de Féval, il y a toute une liste des traités d'escrime, puisque Lagardère, à une époque de sa vie, au moment où il se cache de son éternel ennemi en Espagne, devient un maître d'armes, et même il fabricant d'armes, ce qui, je crois, était une combinaison courante, ou du moins qui a existé. Et donc, à ce moment-là du récit, on a toute une liste de traités d'escrime européens qui sont cités dans le texte à destination de lecteurs qui, eux, ne pratiquent pas l'escrime. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est qu'en fait, il y a une valorisation du livre par le livre. Voilà.
Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que parallèlement à cet imaginaire livresque de l'escrime et à cette idée qui est développée dans les romans d'une transmission par les traités d'escrime, il y a parallèlement, ou peut-être un peu de façon concurrente, tout un imaginaire de la transmission c'est pas exactement par l'oral, mais par la pratique. Par exemple, le futur capitaine Fracasse, alors qu'il n'est que le baron de Sigognac, il a appris de Pierre, son vieux serviteur, la fameuse botte, voilà, qui ensuite va lui permettre de venir à bout de tous ses ennemis successifs. Donc il y a cet imaginaire livresque, la foi des traités, la transmission par les traités, et puis avec plutôt un imaginaire du secret, de l'initiation justement par la pratique et des fois par une transmission aussi presque généalogique, de père en fils ou de serviteur à maître, etc. Il y a un autre fil dans l'imaginaire de la transmission du savoir-faire de l'escrime. Alors, j'aurais deux choses à ajouter. Alors, au XIXe siècle, effectivement, c'est là où on a les premiers grands bibliophiles d'escrime, clairement. Donc, il y a Vigan, il y a Gelli pour l'escrime italienne, enfin, en Italie. Dans une notion de progrès qui peut être discutée, mais enfin, c'est pas ce soir. Et il se disait que les formes d'escrime qu'ils pratiquaient au XIXe étaient forcément une amélioration des formes d'escrime anciennes, et ils ont essayé de tirer le fil jusqu'à quand ça commençait. Et ils se sont évidemment reconnus dans les traités du XVIIe siècle en tant qu'antécédents, prédécesseurs. En plus, ça partageait la même codification des nominations des gardes, enfin des positions d'escrime. Le premier à les avoir posé sous cette forme-là, c'était Agrippa, que vous avez dans votre exposition, donc au milieu du XVIe siècle. Par contre, ils étaient très ennuyés avec la tradition allemande, les livres allemands. Donc, il y en avait plein dans les collections allemandes, mais quelque part, ça présentait une escrime de taille qui ne correspondait pour eux à quelque chose qui a été déprécié. Donc, c'était forcément tellement médiocre que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et par contre, comme c'est 18e, 19e siècle, c'est vraiment le moment du rayonnement culturel de la France, y compris pour l'escrime. Les maîtres d'armes français avaient une réputation européenne, sinon mondiale. Ils ont cherché des antécédents à cette escrime française qui rayonnait. Alors, il y avait un traité français Henri de Saint-Didier, 1573, il n'y a plus beaucoup d'exemplaires au monde, mais il y en a à Tours, il y en a à Paris, par exemple. Mais celui-là, ils vont le citer, ils l'ont retrouvé. Mais dedans, il n'y a pas grand-chose. En fait, ça ne va pas très très loin. En termes de qualité de contenu, ça n'a rien à voir avec ce que présente Joachim Meyer. Mais au moins, lui, il pouvait être vu comme un noble ancêtre. Donc, il y a vraiment. Mais ce qui est curieux, c'est surtout à l'époque de Meyer. Donc, il y avait à Augsbourg un bourgeois très riche, membre du conseil, qui était un collectionneur fin fou, et on a retrouvé énormément de livres avec des ex-libris de sa part, mais sans doute des dizaines et des dizaines de livres d'escrime qu'il collectionnait déjà à cette époque, donc il s'appelle Paul Hector Meyer, donc enfin, c'est le même nom, mais ça ne s'écrivait pas de la même manière, et qui a mal terminé parce qu'en 1579, il a piqué de l'argent dans les caisses pour constituer ses fonds, et il s'est fait pendre. Voilà. Mais voilà à quoi mène la bibliophilie. Alors on va poursuivre cette table ronde avec finalement dans la dernière partie de l'exposition temporaire, mais surtout qui invite à aller dans les deux autres espaces annexes, on va dire, c'est-à-dire le salon Erasme, vous avez des jeux vidéo, et également ici, donc dans l'auditorium où on présente les extraits de films que vous avez vus. En fait, on se rend compte que cette littérature de KPDP, elle a eu, inspirée de l'escrime, des traités, elle a eu beaucoup de succès et a eu en fait un certain nombre d'adaptations sur des supports différents. Donc on pense évidemment au théâtre, au film, mais aussi au jeu. Donc je pense aussi à l'art contemporain, parce qu'on a un très beau tableau d'héros dans la dernière section de l'exposition. Puis aussi finalement à travers la pop culture, les jeux vidéo, la bande dessinée, on retrouve justement ces héros de KPDP.
Mais finalement, ces strates de réécriture, elles sont un peu comme une forme de succès, enfin comme un symbole de succès en fait de cette littérature. Comment est-ce qu'on peut expliquer aussi que au-delà de la littérature, au-delà de la France aussi, parce qu'on a quand même beaucoup, en tout cas en ce qui concerne la littérature, parlé de littérature française, comment est-ce que ce sont devenus, vous parliez de mythes tout à l'heure, comment est-ce que ce sont devenus presque des mythes littéraires, je ne sais pas si je peux oser, vous allez me dire, des mythes littéraires qui sont internationaux en fait. Enfin, pardon. Alors, l'un des premiers éléments de réponse qu'on peut apporter, c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le caractère spectaculaire de l'escrime. Très rapidement, les histoires de KPDP du 19e siècle sont passées dans d'autres genres par le biais du spectacle. Donc Alexandre Dumas a mis en scène ses romans, les a réécrits et montés sur la scène de son propre théâtre qui s'appelait le théâtre historique. Donc immédiatement, ça a été adapté par lui-même pour la scène. Et puis, le cinéma muet s'en est emparé tout de suite. Dans les premières décennies du cinéma, on refait Les Trois Mousquetaires à peu près tous les ans. C'est vraiment, il y en a énormément d'adaptations des Trois Mousquetaires, parce que ça passe évidemment très facilement, sans dialogue, au cinéma. Après, donc, ça a été refait à chaque fois qu'il y a un progrès technique au cinéma, le passage au muet, puis le passage à la couleur, etc. On refait Les Trois Mousquetaires. Et en fait, ça s'adapte formidablement à toutes les esthétiques du moment. Par exemple, si vous avez vu le film, le film en plusieurs épisodes d'Artagnan, Milady, la dernière adaptation en date, c'est fait pour un public, pas pour moi, hein, mais pour mes enfants, un public de gens qui sont habitués à jouer aux jeux vidéo. Alors moi, je trouve ça beaucoup trop violent, ça va beaucoup trop vite pour moi, et c'est très sombre, l'image est très sombre, etc. Mais on réinterprète l'escrime à la lumière de nouvelles pratiques de consommation culturelle, de nouvelles habitudes culturelles qui sont celles de la génération des gens qu'on veut attirer dans les salles de cinéma aujourd'hui. Et ça continue à marcher parce que c'est très plastique. Donc voilà, ça c'était ma façon de voir les choses, puis il y en a certainement d'autres. Pour revenir sur les adaptations aussi les plus récentes, je ne sais pas si c'est lié à ce que tu dis, Sarah, de l'influence finalement, de l'impact maintenant en particulier sur les jeunes générations des jeux vidéo, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a plutôt une sorte d'amplification des scènes d'escrime et de duel dans les adaptations cinématographiques récentes par rapport aux œuvres sources. C'est-à-dire que dans l'adaptation de Bourboulon, des Trois Mousquetaires que tu citais, qui n'est pas fait pour moi non plus, il y a beaucoup plus de scènes de combat que dans le roman initial. Alors, le scénario a procédé à une espèce de délayage pour faire 3 épisodes à partir d'un roman. Et donc, en fait, il y a une tension dramatique aussi, à mon sens, qui est complètement perdue. Et au profit d'une multiplication des scènes de combat, qui perdent d'ailleurs dans l'adaptation de Bourboulon. Enfin, vous nous direz peut-être ce que vous en pensez, mais la finesse, la spiritualité, finalement, des scènes de duel dans le roman de Dumas. Là, ça ressemble plutôt à des scènes de catch, je trouve. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez tous vu forcément l'adaptation récente du Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas, qui prend elle aussi beaucoup de liberté par rapport à l'œuvre source, avec des choix scénaristiques que pour le coup j'ai trouvé assez intelligents et fidèles paradoxalement à l'esprit du roman et au questionnement qu'il soulève. Qu'est-ce que c'est que signifie se venger, quelle est la légitimité de cela, que peut un individu contre plusieurs, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le dénouement du film est une scène de duel. C'est-à-dire qu'il y a eu ce choix des scénaristes
d'inventer de toutes pièces, à vrai dire, un grand duel final entre le comte de Monte Cristo et Fernand de Morcerf, je crois, alors que dans le roman de Dumas, le dénouement est tout différent. Il n'y a d'ailleurs pas de duel vraiment dans le roman de Dumas, sauf entre Monte Cristo et il y a une sorte de duel avorté entre le comte de Monte Cristo et le fils de Mercédès. Et en tout cas, le dénouement n'est pas du tout une scène de duel. Donc on voit que cet imaginaire, cette fascination pour le duel et pour l'escrime qui explique probablement en partie le succès de ces adaptations, engendre aussi une amplification de cela dans les adaptations les plus récentes. Alors, vous parlez d'adaptation pour être plus en phase avec les pratiques culturelles et les attentes et les goûts esthétiques des contemporains. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution des mythes littéraires, ou en tout cas des réécritures, pour être plus en phase aussi avec l'évolution de la société? Je pense notamment au rôle des femmes. Je pense justement dans le premier volet de Bourboulon, le rôle de Milady n'est pas du tout, et même dans le deuxième, en fait, il y a toute la partie, le comportement assez détestable quand même de D'Artagnan par rapport à Milady, qui est complètement passé sous silence, en fait, probablement parce que ce serait un petit peu trop choquant aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il y a aussi toute cette partie-là, peut-être. Alors, ça a commencé avant. Je ne sais plus de quand date exactement le film qui s'appelait La fille d'Artagnan. Des années 80, je pense, la fin des années 80, par là. On devait la voir, mais on n'a pas eu les droits assez vite. Donc l'idée que des femmes, donc, qui évidemment jouent un rôle relativement marginal dans toute cette histoire de l'escrime, ils sont vraiment dans un peu la zone d'ombre, voilà, de l'imaginaire de l'escrime. L'idée qu'elles puissent y entrer, être promues comme héroïnes de leurs propres aventures, ça commence à intervenir et à montrer, à illustrer ce que vous dites là sur la volonté de tenir compte des évolutions sociales, du fait que l'escrime est un sport qui est pratiqué par les femmes, et en France on a eu de grandes championnes, plusieurs grandes championnes. Oui, c'est ça, plusieurs grandes championnes. Donc on a une histoire bien installée, pour revenir à l'olympisme qui était notre point de départ, une histoire bien installée d'escrime au féminin. Et donc c'est aussi une façon de tenir compte de ces évolutions sociales et de du fait que cet imaginaire plastique peut aussi être réinterprété comme ça. Donc il y a aussi des bandes dessinées de KPDP qui ont des héroïnes. Enfin voilà. Donc tout ça va dans le sens de cette réadaptation permanente à l'imaginaire culturel du temps, finalement. Ce qui a toujours été le cas, puisque le roman de KPDP, c'est bien sûr un imaginaire faux, en quelque sorte, un imaginaire du 19e siècle, et puis du 20e siècle, et puis d'aujourd'hui. Ça n'a rien d'authentiquement historique. Donc, avant à la toute fin du 19e et début 20e siècle, il y a un début d'érotisation de la pratiquante d'escrime. Alors, on retrouve à l'exposition à Paris où on a quelques affiches où l'escrimeuse est en jupe noire, une taille fine très marquée, comme avec des corsets de l'époque, mais les trois armes à la main, et je crois que c'était à l'occasion, pour présenter l'exposition universelle, je ne sais plus quelle compétition, un petit cœur rouge qui correspondait effectivement à la cible idéale chez les hommes et chez les femmes. Et on va retrouver toute une série de cartes postales où des femmes s'expriment torse nu. Donc évidemment, on est sur de la pornographie début du XXe siècle. Il faut voir après les codes, mais alors, on en retrouve beaucoup. Donc ça, on est évidemment entre Eros et Thanatos, la pratique de l'escrime qui amène à la mort et la femme mais bon, c'est des choses qui sont plus sans doute à l'époque dédiées pour les hommes. Auparavant, la pratique de l'escrime par les femmes est mal documentée. On en retrouve, on a des mentions. Par exemple, à Strasbourg, en 1586, il y a une femme qui participe à une Fechtschule, et alors le chroniqueur Cunaste qui s'en étonne, et il dit mais oh là là, elle a défilé à côté des œufs, elle est habillée en garçon, et puis alors, elle s'est récupérée des orions, des bosses, comme les hommes.
Et c'est à peu près la seule mention que j'ai trouvée dans des chroniques, des rares mentions dans les chroniques de ces événements. Pourtant, il y en avait des milliers, enfin j'en ai trouvé 1500 mentions à Strasbourg sur 150 ans. Il y a très peu de mentions finalement latérales. C'était vraiment les combats d'escrime, c'était quelque chose de banal. Ça ne méritait pas d'en parler. Par contre, là, une femme qui en participe, ça avait choqué. Enfin, choqué, il n'a pas condamné. Il n'y a pas de condamnation. Ça méritait d'être mentionné, quoi. Exactement. On a par contre, le plus ancien traité d'escrime connu actuellement, qui date du tout début XIVe siècle, à la fin, il y a donc c'est un traité, ils combattent avec l'épée petit bouclier. Ils sont des moines déjà qui sont représentés, donc déjà ça étonne un peu ça. Et tout à la fin, il y a 6 ou 8 planches où c'est un moine contre une femme, dont le nom est mis dans la marche, s'appelle Walpurgis. Donc c'est un traité allemand, mais ça ne laisse pas d'étonner. Mais probablement qu'il y avait une forme de pratique, mais qui est restée complètement invisible. Mais c'est clair que dans le courant du XXe siècle, alors ça ce serait une histoire à faire. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des animations japonaises, donc ça doit être Lady Oscar, qui mettait, donc ça c'est à l'époque de la Révolution, mais l'héroïne, elle se faisait passer pour un homme, certes, qui reste une transgression des genres qui était tout à fait acceptée, promotion sociale, grime en homme, mais qui était vraiment une femme qui escrimait, qui combattait. Et ça, c'était. Et après, on a eu de cesse de voir ce topos réintégré. Mais je pense qu'à la fois, il y a aussi le besoin de mettre en valeur et de proposer des choses pour les femmes qui sont vraiment un public qui devient visé. Et aussi une recherche de diversité, puisque là, c'est complètement dans la modernité des sujets. Mais il y a aussi ce jeu de la guerre, ça reste un jeu d'hommes, donc on joue sur la transgression des codes en positionnant une femme à ce poste-là. Mais dans la littérature de jeunesse, alors plus de fantaisie, vous avez un nombre d'héroïnes guerrières où Bottero l'a mis en scène, plus récemment. Enfin, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est très très ancré. Donc on continuera à voir ça, et ça prend sa place au cinéma. Je pense deviner de quoi vous voulez parler. Enfin, en tout cas, moi, je pensais au personnage de Barbé d'Aurevilly, parce qu'à la fois, il y a ce côté héros et Thanatos, et en même temps, justement, un personnage féminin, donc bien antérieur, justement, aux adaptations au cinéma, dans l'escrime littéraire, justement. Mais je sais peut-être pas de ça dont vous vouliez parler. Non, mais en effet, il y a deux remarques qui me venaient à l'esprit en écoutant mes collègues et en réponse à cette question que je trouve intéressante. C'est que dans l'ordre de la représentation littéraire, on trouve effectivement des femmes escrimeuses, en tout cas au XIXe siècle. Et il y a effectivement en particulier cette héroïne d'une nouvelle des Diaboliques de Barbé d'Aurevilly parue en 1874, œuvre qui a d'ailleurs été censurée et dont le succès est lié au scandale aussi que l'œuvre a provoqué. Donc dans une nouvelle intitulée Le bonheur dans le crime, on a une héroïne qui s'appelle Haute-Claire, qui est la fille d'un maître d'armes, qui reprend la pratique de son père. Je ne sais pas d'ailleurs si on trouverait dans l'histoire des exemples d'une fille ayant repris vraiment cette profession et le lieu physique aussi hérité du père pour apprendre l'escrime à des jeunes gens et en particulier à des jeunes hommes. Alors, en revanche, l'imaginaire qui entoure un tel personnage est effectivement très différent de l'imaginaire de l'escrimeur masculin, puisqu'il y a une forte charge érotique, c'est ce que tu disais bien, Olivier, et puis il y a quand même une anormalité en fait du personnage. C'est à certains égards un personnage monstrueux. Alors d'autant plus dans la nouvelle que il s'avère que le personnage est aussi une empoisonneuse qui liquidera la femme légitime de son amant pour épouser celui-ci. Donc on voit bien que là, Thanatos prend quand même un visage assez diabolique, justement. Mais sur cette question du genre, en fait, dans l'escrime, je trouve aussi intéressant qu'il y a un certain nombre d'escrimeurs qui ont des caractéristiques finalement assez androgynes. Enfin, il me semble qu'il y a cette figure de l'androgyne aussi qui peut se rencontrer
assez facilement parmi les escrimeurs. Alors on pense à certains cas historiques pour le coup, comme le Chevalier d'Éon. Je pensais aussi par exemple à Gene Kelly, qui a incarné des héros de KPDP à l'écran, et qui a finalement une silhouette, une gestuelle, une façon de danser en quelque sorte les duels qui est assez, qui pourrait s'imaginer comme plutôt relevant d'un versant féminin. Voilà, donc je pense qu'il y a une composante féminine en fait de l'escrime et de l'escrimeur, du fait de la danse, de la grâce que ça suppose aussi. Juste, j'ai pas moi connaissance de femmes qui auraient été acceptées en tant que maîtres d'armes dans l'Ancien Régime. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas pu être le cas, mais d'une part, l'accès à la documentation est compliqué. Une grosse part pour la France, c'est l'accès aux archives notariales, et là, c'est l'accès aux métiers. Et de toute façon, des métiers pour devenir maître dans son corps de métier, c'était souvent des filières, quel que soit le métier, exclusivement réservées aux hommes. Donc là, il n'y avait pas de particularité propre à l'escrime. Ceci étant, ce qui est juste, c'est que dans les règlements, en tout cas des maîtres d'armes de la ville de Paris, mais je crois à Lyon, c'est pareil, on autorise bien la veuve à continuer à gérer l'affaire de la salle d'armes de son mari à la mort de celui-ci, ce qui lui permet à elle de continuer à garder des bénéfices, mais généralement, c'est le prévôt qui est engagé, qui est employé et qui assure les cours. Enfin, sous-entendu. Ceci étant, on peut s'imaginer des choses, mais elle ne pouvait pas prétendre à la maîtrise au titre de l'accès. Enfin, voilà. Il y a cette contrainte-là. Mais il y a sans doute beaucoup de choses à faire. On est très loin d'avoir épluché toutes les archives de France. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est éventuellement de poser des questions aux conseillers scientifiques. Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer. Merci. On a beaucoup parlé de la littérature. C'était effectivement le thème de la conférence. Mais la littérature n'est-elle pas très loin de ce qui se passait dans la réalité avec l'escrime au XVIe siècle, qui n'était pas romancé, c'était véritablement le maniement de l'arme sur le terrain de bataille ou sur des combats plus réduits, mais c'était pas romancé comme les romantiques au XIXe siècle on l'a raconté. Ça me fait penser au western américain, qui justement véhicule des tas d'idées aussi romancées, complètement fausses. Et on s'aperçoit qu'au XIXe siècle, il y a eu des massacres et autres. Donc, la littérature ne véhicule pas la réalité de... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, évidemment, vous avez tout à fait raison. On a beaucoup parlé d'œuvres littéraires, d'imaginaire littéraire. Alors, la catégorie, par contre, de représentation qui serait fallacieuse ou mensongère, et pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément dans ces termes-là qu'on peut se représenter les choses, puisque des fictions romanesques affichent en fait leur statut justement fictionnel. Et leur lecture, leur réception repose sur un pacte au moins tacite passé avec le lecteur ou la lectrice, à savoir que le lecteur finalement est convié à avoir une sorte de crédulité ludique. On croit à tout cela sans y croire, on sait pertinemment qu'on est dans un univers fictionnel. Alors, le cas du roman historique dont relève le roman de KPDP, il est particulier à analyser parce qu'il se définit par une alliance, une jonction entre la réalité et l'imaginaire, entre la fidélité aux événements, aux faits, à l'esprit d'une époque et l'invention. Donc l'essence même du roman historique est dans ce mariage. Mais en fait, l'invention de certains événements, la stylisation ou la dramatisation du duel
qui va revêtir des enjeux, comme on le disait tout à l'heure, hein, spectaculaires, liés aussi à à l'économie des personnages à l'intérieur de la fiction. Tout cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir une fidélité quand même à l'esprit d'une époque. Les romantiques étaient très attachés à cela. Ressusciter une époque dans ce qu'elle a de caractéristique, dans ce qu'elle a de pittoresque, dans sa couleur locale, avec de la part de nos romanciers une documentation aussi importante. Hein, donc évidemment qu'on est dans l'ordre de la fiction, évidemment que le romancier revendique ses droits de romancier et les libertés qu'il a le droit de prendre en tant que romancier avec l'histoire. Ça n'empêche pas que, même dans la restitution de la première moitié du XVIIe siècle, il y a une part quand même de réalité. Hein, mais voilà, c'est des représentations. En perspective avec le livre de Molière, qui lui n'était pas un roman, c'était vraiment un traité pédagogique, je pense. Oui, presque plus didactique que pédagogique, mais là, on va dire c'est vraiment des arguties. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à toute époque, en tout cas, j'ai parlé des chansons de geste, mais c'était destiné aux chevaliers qui savaient à peu près comment ça fonctionnait quand on se tapait dessus avec des épées. Et ils acceptaient quand même assez librement des textes où on fondait du haume jusqu'au cheval. Donc au XIIIe siècle, XIVe, et donc l'exagération, hein, il a existé même quand on parlait d'une époque contemporaine. À l'époque j'ai cité Rabelais, ben voilà, il y avait cette exagération. En fait, ce qui est très intéressant, c'est la plupart du temps, dans le réalisme, quand il y a une recherche de réalisme, il va se faire à travers de l'usage de termes techniques qui sont, eux, empruntés à des traités d'art. On va le retrouver. Alors, soit on fait des références à des maîtres. Donc, ça va être. Alors, tu l'as très bien dit pour une des œuvres du 19e, donc j'ai oublié le nom, c'est Féval. Féval. Dans un des films qui sont passés, j'ai oublié le nom. Il va citer le nom d'un maître d'armes du XVIIe siècle. Je pense au moment s'il cite pas Thibaut d'Anvers dans le film. Alors, il n'en présente absolument pas les caractéristiques. Donc, on va emprunter un certain nombre de critères qui nous permettent de se rattacher au réalisme. Et donc, en 1575, il y a Fichart qui avait narré l'arrivée du bateau de Mille qui venait de Zurich à Strasbourg. Donc, c'est un romancier rhénan, puisqu'il n'était même pas strasbourgeois, il a vécu quelques années, et il avait composé une adaptation de Rabelais en allemand, dans lequel il y a des passages d'escrime, et il y a une page complète de vocabulaire technique montrant que c'était complètement intégré à la culture de l'époque. Pour autant, ça ne l'obligeait pas en rien à être réaliste dans les séquences proposées. Je voulais ajouter quelque chose à propos du traité de Joachim Meyer. C'est certes un traité didactique destiné à l'enseignement de l'escrime, mais en même temps, il relève lui aussi d'un code culturel. Vous avez vu les illustrations de ce traité, elles ne sont pas réalistes. On a des éléments d'architecture les gravures ne représentent pas du tout une salle d'armes strasbourgeoise de la fin du XVIe siècle. C'est des architectures à l'antique. La façon dont les personnages secondaires sont placés derrière le maître et les élèves. On a une scène de repas, une sorte de pique-nique un peu exotique, c'est ce que dit le commentaire dans l'exposition, et ça me semble très juste, avec un singe, etc. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a aussi une mise en scène, et c'est codifié culturellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le traité de Joachim Meyer soit l'exacte représentation transparente, si vous voulez, de pratiques des armes de l'époque. C'est aussi une représentation, certes qui ne relève pas de la fiction, il n'utilise pas son imagination, mais dans la façon dont alors pour le texte je ne sais pas, mais en tout cas les images, la façon dont les gravures représentent l'enseignement, ça relève aussi d'un code culturel. C'est une excellente remarque.
En fait, il faut être très humble. On ne sait pas réellement comment ces gens-là combattaient, même dans les formes d'escrime. On a eu la chance d'avoir cette anomalie historique, d'avoir que des auteurs, principalement allemands. C'était vraiment une mode allemande du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les textes, 75% des traités d'escrime sont en allemand. Il doit y avoir 10% en italien, 10% en latin. Et le reste, ça se partage entre un peu en français, un peu en anglais. Et donc c'est vraiment l'Europe de l'Ouest. En plus, on n'a rien composé dans des langues slaves, par exemple, alors qu'ils le pratiquaient. Donc c'est vraiment une curiosité historique qui a été une grande chance. Cette culture de poser par écrit cet art pratique. On n'a pas de correspondance, même dans les arts asiatiques, les arts martiaux asiatiques, il y en a eu, mais pas du tout dans la même échelle et plus tardivement. Donc on a ces documents-là mais qui sont des fois très compliqués à manipuler. Alors celui de Kimmeyer est assez bien compréhensible, on a pu détricoter ce qu'il expliquait. Ça fait sens, on le connecte avec toute une série de traditions. Mais on se rend compte que l'étude de ces différents textes montre qu'il y avait plusieurs manières de combattre. Il y a des personnes qui... Donc à une époque, et en particulier, puisque je l'ai mentionné, début 17e, il y a des personnes qui combattent à la nouvelle mode italienne, avec des armes de pointe pour l'essentiel, boutonnées, et d'autres qui continuent à se combattre à l'ancienne. Et en Angleterre, c'est particulièrement bien mentionné par le premier auteur d'un traité d'escrime, George Silver, 1600, qui conspue les escrimeurs italiens. Alors, il en dit pique-pendre, ils ne savent pas se battre, etc. Mais eux, ils continuent à mettre en avant des escrimes avec des formes traditionnelles, avec des épées plus larges, plus de coups de taille, des bâtons, etc. Et la forme italienne, c'est une forme dégénérée, mais qui montre qu'à une époque donnée, il y avait déjà, même dans plusieurs formes qui cohabitaient et qui, alors certes, s'influençaient nécessairement, mais aussi qui cristallisaient des manières. Et ça ne dit rien de comment les gens pratiquaient au quotidien, parce qu'en plus, ça reste quand même une pratique dont on a de la documentation que pour les villes. Mais pour le Royaume de France, moi j'ai trouvé des diplômes de maître d'armes dans des tout petits... Alors malheureusement, l'actualité nous parle de la ville de Mazan, sauf que moi ça m'amuse. Ce qui m'amuse, c'est que Mazan, c'est un des plus anciens diplômes de maître d'armes que j'ai pu retrouver en 1499. Et c'était à l'époque une toute petite village. C'était une épreuve qui était faite avec le seigneur local qui était venu, un notaire royal, et quelqu'un qui avait devait passer son diplôme de maître d'armes au bâton à deux bouts, devant public. Mais quelles étaient les techniques? Comment la publicité s'est faite pour avoir... Parce que c'est une épreuve pratique qui est faite. On n'a aucune documentation, et donc même quand on essaie de réinterpréter ça, il faut être humble. Ces traités d'armes représentaient sans doute pour certains une forme d'idéal des pratiques. Juste pour terminer, quelques documents réglementaires que j'ai pu trouver, il n'y en a pas énormément malheureusement, mais mentionnaient des durées des fois de formation, des engagements du maître d'armes par exemple en France. J'ai trouvé la même chose dans le Saint-Empire. Il mentionne des durées de formation de 4 à 6 semaines. Avant de passer une épreuve et de participer, ensuite de pouvoir participer à des jeux. Mais en 4 à 6 semaines, si vous êtes éducateur sportif, vous n'emmenez pas des gens à se battre avec des armes sans protection. Donc nous-mêmes, on survalorise peut-être aussi des fois des savoir-faire. Enfin, voilà, c'est pour dire que le sujet est très complexe et surtout, ça va laisser place à beaucoup d'imagination. Ça, c'est quand même le plus important. De toute façon, la réalité historique, c'est un mythe, en fait. C'est impossible. L'histoire, par essence même, c'est aussi une interprétation, même si, évidemment, on essaie d'être à un degré zéro d'interprétation, mais de celui qui va lire les textes, en fait, anciens. Et donc, du coup, voilà, le terme de l'exposition, c'est l'idée d'un fil rouge qui va explorer les tensions entre ce qui relève de l'histoire, qu'on a appelé peut-être à tort réalité historique, et ce qui relève de la fiction littéraire et ensuite de la fiction artistique de manière générale. Moi, j'ai une question par rapport à un auteur que j'ai, oh mon Dieu, lu il y a 45 ans, mais il m'avait beaucoup marqué. Et en vous entendant parler, comment est-ce que vous comprenez, si vous voulez, l'écrit de ce fameux escrimeur qui a été écrit? Maintenant, je ne sais plus comment s'appelle la pièce. C'est Heinrich von Kleist qui a écrit « Être un ours parmi les hommes ». Je crois que c'est dans Ein Marionettentheater.
qui montre au fait la déchéance d'un escrimeur. Et au fait, par rapport au spectacle et au narratif, ce qui m'avait marqué à l'époque, je devais avoir 19 ans, c'était au fait le côté spirituel de où se trouve la grâce, qui nous manipule, et comment est-ce qu'on le comprend, Kleist, par rapport à Dumas, à Meyer? Vous avez connaissance de cet écrit? Ah, mince, d'accord. Je note précieusement la référence. Je ne sais pas s'il y a un dialogue vraiment entre Kleist et puis les auteurs dont on a parlé, mais ce que vous dites de la grâce, de la spiritualité, je trouve ça intéressant. Et il y a peut-être une notion qu'on n'a pas abordée aussi et qui, je digresse, hein, mais qui contribue peut-être quand même à expliquer aussi la fascination qui entoure l'escrime, et en particulier le duel. C'est, je pense au duel judiciaire qui est l'ordalie, avec l'idée que quand même ce qui se joue aussi dans un duel, c'est certes l'habileté des adversaires, leur degré de connaissance aussi de cet art particulier qu'est l'escrime, leur vigueur physique, mais presque toujours on a quand même l'impression qu'il y a une certaine intervention divine, même si les auteurs ne le formulent pas, mais enfin, vous aurez quand même remarqué que généralement dans les romans de KPDP, c'est le bon qui l'emporte, en tout cas à la fin, hein, et même s'il y a des péripéties, des rebondissements, etc. Donc le duel, c'est aussi le moment où la justice peut triompher, et généralement triomphe, parce que les romans dont on parle, ils se terminent quand même toujours de façon assez satisfaisante pour l'exigence morale naïve du lecteur. Bon, à l'exception peut-être de... Enfin, même si ce que je dis est à nuancer, hein, parce qu'il y a des dénouements qui, en définitive, ne sont pas toujours heureux, par exemple celui de Cyrano de Bergerac, mais voilà, alors c'est vraiment plutôt par libre association par rapport à ce que vous dites, cette idée d'une force spirituelle aussi, peut-être même divine, transcendante, qui opère au moment du duel. Mais le maître d'armes marionnette, enfin maître d'armes, en tout cas l'escrimeur marionnette, vous pouvez le retrouver un peu dans la figure de Diego Alatriste, dans les romans de Pérez Reverte, qui s'établit sur plusieurs tomes, mais dans lequel on voit bien que lui-même, il ne trouve finalement à ne travailler qu'en s'engageant soit en tant que spadassin, soit en tant que soldat, et il se fait manipuler par les polissants, et tout en essayant de garder une forme d'honneur. Mais une honneur jusqu'à la déchéance finale. Il meurt, je crois, à la bataille de Rocroi, en première ligne. Donc, ce qui est peut-être une belle fin pour un soldat, mais il n'a jamais réussi à trouver la tranquillité. On peut revenir, qui vit par le fer, périt par le fer, mais ce n'était même pas le sens de. Mais donc, Kleist, c'est un auteur du XXe siècle. Alors non, Kleist, je ne suis pas sûr, je ne suis pas du tout littéraire. Il me semble que Kleist, il était assez torturé comme personnage. Il s'est suicidé avec sa bien-aimée au bord du lac, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il y a un élément dans Kleist qui est l'enfant qui refuse de devenir adulte, qu'on retrouve un peu dans Peter Pan avec le duel peut-être avec Capitaine Crochet qui dit « le temps passe, tu vas vieillir ». C'est assez drôle, tout ce entertainment-là que vous soulignez. Mais dans Über das Marionettentheater, je pense que ça a été écrit en 1800, 1810, peut-être 1780, mais oui, il doit plus ou moins correspondre un petit peu avant Dumas. Mais je m'en rappelle, je vais le relire parce que je l'ai encore chez moi, c'est la vie d'un escrimeur. Et donc, au fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est un narratif sur une personne, presque, c'est une psychanalyse. Au fait, c'est un discours intérieur sur soi-même en tant qu'escrimeur, de comment est-ce que je me bats et pourquoi je me bats. Et contre quoi? Contre moi-même. C'est excellent. C'est une lecture obligatoire au gymnase en Suisse allemande. Donc on lisait ça en Suisse allemande.
Et c'est vrai qu'on disait, oh là là, on doit lire Kleist, c'est poussiéreux, etc. Mais je me rappelle, j'avais dévoré ce bouquin, parce qu'il y avait un message où on se posait la question sur le déterminisme. Et d'ailleurs, ça a ouvert d'autres livres sur Büchner, Wojciech, Heine, enfin, le romantisme allemand, quoi. Et alors, j'avais hâte de dire, waouh, il y a des professionnels de KPDP, comment est-ce on peut comprendre ou insérer Kleist? Mais je vais le relire, Pour le coup, c'est vrai que ce projet d'exposition, c'était aussi faire des choix en permanence parce qu'on aborde un sujet très très large. C'était aussi une consolation pour nous d'avoir l'occasion d'aborder plus largement et peut-être d'autres champs qu'on n'aurait pas abordés. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que finalement l'Alsace, c'est un peu entre la France et le monde germanique, on va dire. On le voit bien aussi dans l'exposition, entre des traditions différentes d'escrime, entre une littérature aussi avec ses caractéristiques propres. Finalement... peut-être qu'à moins qu'il y ait des questions encore, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui, bah alors attendez. Parce que j'allais finir, donc je ne vais pas conclure maintenant, je vais vous laisser la parole. Par rapport justement à l'histoire des écoles, éventuellement d'escrime, l'école française, l'école allemande, l'école italienne. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour terminer. Je voulais parler des étudiants qui pratiquaient l'escrime, des étudiants allemands, semble-t-il, qui se battaient très souvent pour corporatisme. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, même au XVIe siècle, à la fois, bon, c'est pas qu'au XVIe siècle, mais l'escrime avait plusieurs dimensions. Hein, il y avait déjà du protosport, donc les gens y allaient pour une forme de culture et de plaisir martial, hein, comme ça peut être mentionné au XIXe pour Théophile Gautier. Et ça, c'était clairement un peu un loisir, mais qui est apparu, enfin, qui on retrouve en France. Vraiment un jeu, hein, on parle de jeu d'épée, hein, dans le vocabulaire, le terme spiel, enfin, on retrouve des termes autour de l'école, de l'enseignement. Donc ces étudiants, c'était des bourgeois ou sans doute des Gesell, hein, donc des ouvriers, contraints par le Code du travail, hein, qui à l'époque leur donnait pas beaucoup de jours de liberté. En plus, ils ne devaient pas avoir le droit de faire en journée, probablement, ils n'avaient pas beaucoup d'opportunités. Donc, ces Festschule, c'était des galas, mais aussi des moments où on était autorisé à pratiquer l'escrime sur la place publique. Hein, le Festschule a changé de sens. Hein, au XIXe siècle, c'est vraiment la salle d'armes. Au XVIe, XVIIe, c'était pas ce sens-là. C'était un espace où on pratiquait, dans lequel on était autorisé. J'ai fait une cartographie des métiers qu'ils pratiquaient, en tout cas des maîtres d'armes, puisque c'était quand ils postulaient auprès de la ville de Strasbourg, ils étaient obligés de décliner des éléments d'identité. En tout cas, dans quel métier ils se rattachaient, puisque c'est ça qui l'identifiait socialement. Donc on voyait des métiers plus, des gens qui venaient plus du monde déjà des villes. Par exemple, j'avais pas de charpentier, mais j'avais des menuisiers, hein, qui étaient maîtres d'armes. Pour les pratiquants, j'ai très 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 peu d'informations. Par contre, c'était déjà, parce que c'est compliqué de vivre sans dualité, donc ils avaient réussi à s'organiser avec deux pôles, deux groupes de pratiquants, deux familles, alors les Marx-Bruder et les Feder-Fechter. Donc, et on a retrouvé même des listes de poèmes de la fin du XVIe siècle où ils se conspuient, se moquent, ils se cherchent et ils s'escrimaient, a priori, en tout cas dans l'espace germanique, en faisant deux clans. C'est-à-dire c'était des spectacles ou des combats. Pour ceux quand il y avait des jeux de prix, parce qu'il y avait de l'apprentissage qui se faisait on donnait de l'argent et deux personnes allaient s'éprouver, celui qui battait l'autre récupérait de l'argent. Les deux en récupéraient, mais celui qui gagnait en récupérait plus. Et c'était toujours une opposition, enfin c'était un combat qui se faisait entre un des membres de cette confrérie des Marx-Bruder contre quelqu'un de la confrérie des Feder-Fechter. Avec d'ailleurs des oppositions stylistiques entre le lion et le griffon, entre le soleil et la lune. Enfin, on retrouve tout un tas de thèmes. Je m'y perds, hein, la soirée était un peu longue. Hein. Alors, il y a autre chose, et c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion tout à l'heure. Il y a les pratiques des fraternités d'étudiants allemands de l'université de Heidelberg au XVIIIe siècle. Alors, ça passionne absolument les romantiques français. Cette histoire-là, parce que ça n'existe évidemment pas dans l'université française, qui est héritière du rationalisme napoléonien. Hein, donc, on ne fait pas du tout ça, on ne se bat pas à l'épée. Ils étaient complètement fascinés par les étudiants allemands qui
qui était balafré. Voilà, c'était vraiment un signe de gloire des étudiants allemands appartenant à ces fraternités. Et donc, ils ont beaucoup écrit là-dessus. Il y a plusieurs pièces de théâtre des romantiques français qui parlent de ça parce que pour eux, ça rejoint l'imaginaire des sociétés secrètes. Et donc, ils trouvaient ça absolument fascinant. C'est ces gens qui sont des gens éduqués, intelligents, puissants. C'est ceux qui vont avoir les clés de la politique et de l'économie, enfin les clés du pouvoir, hein, et qui se retrouvent dans des groupes secrets avec des rituels de duel. Donc ça les fascinait absolument. Oui, je voudrais savoir si la pratique actuelle de l'escrime sportif appartient à une école particulière, parce que sur le plan international, tout le monde, enfin les escrimeurs et escrimeuses pratiquent de la même façon. Et donc, il y a énormément de grâce et d'élégance dans leur pratique. Je voudrais savoir si c'est récent, si c'est comme ça depuis longtemps ou pas. Les puristes de l'escrime vous diraient même que tout s'est dégradé avec l'athlétisation des corps. C'était mieux avant, toujours. Clairement, au moment où les Jeux Olympiques ont été réinstitués par Pierre de Coubertin, la lutte gréco-romaine n'est pas une lutte gréco-romaine, c'était l'adresse française, hein, c'était la lutte de foire du 19e siècle, mais qu'il a appelé lutte gréco-romaine parce que c'est quand même mieux. Et l'escrime, évidemment, c'était nécessaire d'inscrire l'escrime parce que c'était la pratique qui se rattachait à la haute société. Et donc, il y avait aussi une recherche d'esthétique très claire dans ces sociétés-là. On se montre, on allait voir les gens tirer, mais aussi on retrouve des textes du 19e où les gens commentent ce qu'ils avaient vu en salle. Clairement, il y avait cette recherche dans la qualité, dans le beau geste. Alors certes, on peut être efficace, mais c'est quand même mieux quand c'est bien fait. Mais ça, c'est un vieux topos. Dans les tournois au XVe siècle, on allait privilégier non pas celui qui avait mieux battu, mais c'est finalement celui qui, c'était le mieux comporté, avait fait des choses les plus intéressantes, hormis d'autres considérations politiques où, quand il y a le fils du duc de Florence qui participe pour une première fois, c'est forcément lui qui va gagner. Il n'a pas besoin d'être bon ou de faire quoi que ce soit. Mais hormis ça, on va... il y a vraiment cette culture, en tout cas dans ces activités sportives, où ce qui transparaît à l'extérieur dit quelque chose de l'intérieur. Donc quelqu'un qui va le faire de manière maladroite mais efficace va être moins bien jugé. Et clairement, du point de vue héritage, le système français, c'est quelque chose qui s'est spécialisé à partir de l'escrime du 18e. Et alors, je ne suis pas spécialiste de l'escrime moderne, moi je me suis intéressé aux plantes plus anciennes pour ses caractéristiques, mais là, ça dérive très clairement c'est au XVIIe siècle que l'escrime française, par une forme de pragmatisme aussi, une culture du duel. La France était presque le champion d'Europe du duel au XVIIe siècle, avec une mensuétude sans commune mesure par ailleurs en Europe. Alors, il n'y a pas vraiment d'éléments statistiques, mais c'était quand même bien vu. Et ça a probablement créé quelque chose qui a sorti juste purement de la théorie pour chercher un usage pratique, mais aussi rechercher une culture corporelle dans la qualité esthétique aussi qui était produite. Et donc on a un art de coup, fin XVIIIe siècle, tout le monde portait d'ailleurs une épée, ce qui n'était pas le cas au XVIe, le port de l'épée n'était pas systématique, mais au XVIIIe, tout le monde portait sans belle épée il était important de savoir tirer, et c'était complètement corrélé à l'art de la danse. La posture, la qualité de la posture était très très importante. Si je peux ajouter cette remarque, parce que je trouve intéressante la question de la nationalité, de la couleur nationale de l'escrime. Alors certes, vous disiez, et c'est tout à fait corroboré par les faits, qu'il y a une certaine internationalisation maintenant du style. Voilà. Et puis Olivier rappelait bien comment il y avait différentes écoles marquées par une couleur nationale particulière, etc. Ce nonobstant, il y a quand même une certaine association dans l'imaginaire, en tout cas, de l'escrime avec l'esprit français. D'Artagnan, le Bossu, Cyrano incarnent l'esprit français. On est dans l'ordre du mythe,
la nation, on sait bien, l'esprit national, c'est un mythe. Mais la capacité et c'est comme ça que Rostand définira par exemple le panache, hein, cette espèce de politesse consistant à garder la capacité de plaisanter ou de faire des phrases devant le danger. Le panache consistant à exposer sa vie, tout en gardant une espèce de retenue, de réserve, de distance, qui permet de faire justement d'un combat une sorte de danse et d'investir une forme de plaisir ou de jeu esthétique aussi dans ce qui est un combat quand même entre des adversaires. Tout ça, ça participe d'une certaine définition ou représentation en tout cas de l'esprit français, avec tout ce qu'il y a de fantasmatique et de mythique. Hein, mais voilà. Donc sur le plan des méthodes et des écoles, est-ce qu'on peut reconnaître justement une école française qui serait marquée par davantage de finesse ou de jeu par rapport à d'autres écoles qui seraient plus... voilà, peut-être avec un engagement physique plus important et peut-être... Oui, alors c'est très compliqué pour le 19e parce qu'il y a une forme d'internationalisation, hein, bon, mais pas que à cause de Napoléon. Et puis comme je l'ai signalé, les nobles circulaient dans toute l'Europe. Hein. Donc clairement, on venait apprendre. Il y a des... j'ai retrouvé à Angers des gens qui venaient de Tchéquie, du Danemark, venir prendre des cours. Hein. Donc, mais néanmoins, il y a surtout une culture régionale du corps, la manière de se mouvoir, créer des spécificités qui sont des fois difficiles à identifier. Mais là, très clairement, au début du XVIIe siècle, il y a une très grande distinction, par exemple, entre les formes de combat espagnoles, qui vont être très droits, ils vont travailler autour du cercle en ligne, et les formes d'escrime italiennes qui vont être très adaptées en France, puis plus tardivement en IE, qui vont rester en ligne et très bas. Et ça, c'est vraiment des formes caricaturalement qui s'opposent. Donc pour l'escrime espagnol, vous avez le traité de Thibaut d'Anvers qui est somptueux. Mais moi, je ne peux pas vous faire, j'ai pas la place, mais c'est vraiment dans les modalités de déplacement, c'est plus les mêmes manières de se battre. Et ça s'oppose vraiment diamétralement. Alors que c'est avec les mêmes armes, c'est avec une longue rapière pointue. Eh bien, on va procéder à la même époque à des manières différentes de le mettre en scène. Et ça, c'est aussi parce qu'il y avait une capacité à l'époque aussi d'une culture de se générer son propre style. Oui. Il nous manque, de toute façon, il y a plein il y avait des escrimes, des formes d'escrime au Moyen-Orient, mais qui sont très très mal documentées en Iran, donc on va aller très loin. Hein. Mais il manque de documentation écrite là-dessus. Je voudrais savoir qui pratique l'escrime actuellement au niveau social. Au niveau social, alors non, mais moi je peux vous parler de la composition sociale des maîtres d'armes du XVIe siècle et du XVIIe siècle, mais alors par contre la pratique moderne, c'est pas. Voilà, je vais jeter les points. Globalement, en tout cas, la pratique s'est sans doute plus popularisée, mais on va revenir à une critique qui était faite dans la violence qui s'exacerbait dans ce qui était montré au cinéma. Il y a une culture de la violence qui existe maintenant, qui est dans l'acceptation, dans ce qu'on peut accepter de revoir. Et donc, on peut accepter maintenant de voir des combats de ce qu'on appelle les MMA, K1, des gens qui combattent dans des cages, qui une partie de la société n'apprécie pas, mais néanmoins, une partie de la jeunesse ou de moins jeunes y trouve du plaisir. Et l'escrime ne correspond pas à ces codes-là, par la distance qu'elle impose, la nécessité de la très grande finesse du geste de bras. Et donc ça va amener, si vous regardez les compositions sociales des jeunes qui sont à l'escrime, ça va être quand même plus des jeunes caucasiens, et souvent sans doute de bonnes familles, en tout cas qui, par la culture, ont été amenés à s'intéresser à ça. Il faudrait le préciser, mais c'est assez clair si vous regardez de la même manière, assez simplement, les compositions sociologiques des gens qui jouent au foot, de ceux qui font de l'escrime ou du golf, vous allez avoir des champs qui... Et ça avait été étudié par Parlebas, qui est un chercheur, il est très vieux, il n'est peut-être pas mort encore, mais
il a plus de 90 ans, mais qui était un grand théoricien. Il parlait de distance de garde et de distance de charge, et il montrait que plus on combattait proche, plus la violence existait. Et donc en escrime, on est très éloigné par la pointe, et ensuite dès qu'on est en boxe française, pied-point, mais il restait encore une forme de contrôle, et en kickboxing ou boxe anglaise, on était vraiment très proche, et plus on se rapprochait, plus il y avait une violence physique qui était exercée sur le corps adverse et qu'on devait recevoir, et le rapport à la proximité. Dans la sociologie, si je m'approche de quelqu'un, je l'agresse. Donc ces distances sociales se retrouvent dans l'escrime. On a aussi des gens pour lesquels ça participe de quelque chose de valorisant, en tout cas ils se sentent à l'aise dans la distance sociale qui est imposée par l'affrontement. Si vous regardez des lutteurs, vous allez avoir des compositions socio-économiques qui vont être beaucoup plus pauvres que des judokas. Le judoka, on se tient à distance de bras. Le lutteur, on s'embrasse. Et après, je crois qu'il y a aussi une pratique scolaire de l'escrime. Il y a quand même pas mal d'établissements scolaires maintenant où les enseignants d'éducation physique ont été formés pour enseigner l'escrime. Il y a des classes sport-études en escrime. Donc, je pense qu'il y a cette volonté quand même de sortir d'une image de ce que disait Olivier, d'une image de l'escrime qui est complètement associée à une classe sociale, voilà, une volonté d'offrir la possibilité au moins d'une initiation à l'escrime à des enfants de tous les milieux. Il y a peut-être aussi une question d'équipement aussi, du coup, de l'équipement. Après, c'est vrai que je pense au cercle d'escrime de Célestat avec qui on a travaillé pendant toute la durée de l'exposition. En plus, il y a un collègue du cercle d'escrime qui est présent aussi ce soir. Pour le coup, après, ça dépend aussi de ce que les associations réussissent à mettre en place. Je sais que celle de Célestat est très volontaire et arrive à pratiquer des tarifs très abordables, mais c'est vrai qu'il y a plus d'équipement que dans la lutte, par exemple. Oui, mais globalement, je pense, mais surtout pour revenir après au sujet initial, pour essayer de reboucler, quand on pratique une activité sportive, on va faire quelque chose dans lequel on va se sentir valorisé si on progresse dedans. Donc il faut que ça participe d'un imaginaire qui nous correspond. Si vous êtes fan de Ronaldo, vous avez envie de faire du foot. Par contre, ceux qui vont arriver vers l'escrime, ça va être pour l'essentiel des gens qui ont pris plaisir à la littérature chevaleresque ou qui ont reçu et qui ont très bien intégré les codes de ce qu'on va retrouver dans les films, dans les jeux vidéo. C'est la littérature qui va les amener. Donc ceux qui lisent peu vont probablement être beaucoup moins, vont pas retrouver ces codes-là, ne se sentiront pas valorisés, vont se trouver ridicules avec ça, ils n'ont pas avoir envie de s'y investir. Donc c'est là où on a l'influence littéraire qui peut aussi, des médias, du monde culturel qui intègre la manière dont on se sent à l'aise dans son corps. Peut-être une dernière question, non? Oui. Eiji Yoshikawa, mais vous connaissez peut-être La Parfaite Lumière et La Pierre et le Sabre. C'est un bretteur du XVe siècle, écrit par un japonais, donc ça n'a rien à voir avec James Clavell, mais vous parliez de japonais. Alors ça a été écrit dans les années 80, mais c'est un jeune bretteur qui est complètement foufou, mais il cherche la perfection. Il va rencontrer plusieurs écoles. Il va toutes les battre, mais à la fin, c'est même pas ça qui est important. Et il est coaché, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, mais par le moine Takuan. Alors les deux, l'un c'est Musashi et l'autre c'est Takuan, les deux ont vraiment existé, donc c'est un roman historique. Je l'ai lu 3 fois, chaque tome fait 800 pages, mais ah oui, ça m'a bouffé les nuits, mais bon, je dirais ça un peu en conclusion. Et sinon, il y a toujours du spectaculaire. Je pense à un roman du XVe siècle en Chine, qui s'appelle Les Trois Royaumes, roman historique, mais à l'intérieur duquel il y a un héros, Kuan Yu, qui disons, est défiant en duel, mais par, 10, 20, 30, et chaque fois c'est 1 contre 1, et il gagne tous ses duels. C'est devenu un héros chinois, même aujourd'hui, il est un peu sanctifié, mais je pense un peu c'est ce que je vois aujourd'hui, il faut toujours du spectaculaire, il faut toujours un héros, et je pense derrière toujours des valeurs, mais des belles valeurs. Enfin voilà, j'ai assez parlé. On repart avec plein de conseils de lecture, merci beaucoup. C'est super parce que vous avez trouvé un nouveau projet d'exposition.
humaniste parce qu'on a en fait au moins un sabre japonais dans notre collection. D'ailleurs, donc ça peut être voilà, une piste pour la suite. Merci beaucoup pour votre participation, votre présence. Merci évidemment aux 3 conseillers scientifiques qui peuvent être là ce soir. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec eux tout au long du projet. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.